Je pense que l'acte tient compte de la situation de la crise que nous avons aujourd'hui, mais en même temps, il ne faut pas se tromper. C'est une conviction profonde. Depuis 2 ans, je me bats pour la réduction du train de vie de l'État. Je pense que le profil de nos finances publiques, la manière dont nous dépensons l'argent public, ne correspond pas à la nature réelle des besoins que la population a et aux exigences qui s'imposent à nous pour redresser le pays, pour le développer et répondre à des crises à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc cet acte est en parfaite harmonie avec mes convictions profondes qui sont que si nous n'inversons pas la courbe, nous continuons à chaque exercice de dépenser 70% pour le fonctionnement de l'État, nous n'investirons jamais dans les domaines qui tiennent compte de la santé de nos concitoyens, de l'éducation, protéger le pays. C'est pour ça que j'ai toujours appelé à ce que le Parlement soit exemplaire de ce point de vue, parce que c'est l'autorité qui contrôle les autres. En posant cet acte, ça lui donne suffisamment d'autorité que pour pouvoir être exigeant avec les autres. Et donc en posant cet acte, qui est un acte individuel, dont je suis conscient qu'il est un acte limité pour pouvoir résorber l'étendue de la crise, je vais donner un ton, donner un exemple et dire que les petits ruisseaux forment les grandes rivières et que nous pouvons, par la mobilisation de tous et de chacun, parvenir à cela. L'État seul n'y arrivera pas et il ne faut pas compter sur la communauté internationale qui aujourd'hui est épuisée dans la gestion de la même crise dans leur propre pays. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut démontrer que ce pays est le nôtre, il faut démontrer que nous sommes en harmonie avec ce peuple et que nous sommes prêts à tout pour gagner cette guerre. Et pour gagner la guerre, on ne ménage aucun moyen, on ne ménage aucune ressource. Il est bien évident que ça dépasse le contexte sanitaire. C'est une vraie guerre qui est imposée à la nation. Vous savez, pendant les vacances parlementaires, alors que je l'ai prolongé dans ma circonscription, le 21 mars à Luisa, j'avais lancé un appel. J'ai dit, il fallait que le président de la République proclame l'état d'urgence. Je suis content que celui-ci ait été proclamé une semaine plus tard. Ensuite, le gouvernement a pris une série de mesures pour pouvoir accompagner la lutte contre le coronavirus. Il se trouve qu'aujourd'hui, de manière assez inédite, nous avons l'Assemblée nationale à la suite du Sénat qui a suspendu ses activités. J'en avais appelé à la suspension des activités des assemblées provinciales. On en a suspendu le fonctionnement. Le gouvernement, dont vous savez qu'il a suspendu les conseils des ministres. Donc aujourd'hui, cette crise a fini par rompre le fonctionnement régulier de nos institutions. Et donc aujourd'hui, nous devons repenser l'État autrement, le mettre sous mode de fonctionnement dans le contexte de l'état d'urgence, avec des moyens qui sont concentrés vers la lutte contre le coronavirus et un resserrement du budget, parce qu'il nous faut un collectif budgétaire pour pouvoir rassembler les ressources et les réallouer différemment. Et je pense aussi qu'il nous faut envisager de dégraisser l'État là où ce n'est pas nécessaire. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons un État qui est trop coûteux pour pouvoir nous concentrer à la population. Vous savez, cette année, nous ferons 60 ans d'indépendance, le 30 juin. Les Belges avaient colonisé ce pays pendant presque 52 ans, de 1908 à 1960. L'ensemble des infrastructures qui ont été construites par la Belgique et qui ont été laissées dans ce pays ne l'ont été que parce que l'État était un État modeste, que parce que l'État ne concentrait pas l'ensemble de ses ressources à assurer le fonctionnement
à assurer les rémunérations de ceux qui gouvernent. Nous devons revenir à des choses essentielles, nous rappeler que ce qui a réussi à certains moments ne peut l'être aujourd'hui qu'au prix du même effort. Nous avons été trop loin et je crois que la crise aujourd'hui va nous rappeler à l'essentiel et il revient aux dirigeants qui ont la responsabilité de la conduite de notre pays que de prendre les mesures qu'il faut, là où il faut, au milieu du gué pour pouvoir continuer. Nous ne gagnerons la guerre contre le Covid-19 qu'à la condition d'être rassemblés, unis et d'être tous engagés dans un même élan d'effort, dans la discipline, dans l'exemplarité et dans la solidarité. Si il y a aujourd'hui des acteurs qui n'ont pas compris que cette crise qui nous frappe menace la nation dans son existence, alors on n'a rien compris. Il faut que tout le monde comprenne que nous sommes menacés comme pays, nous sommes menacés dans notre économie, nous sommes menacés dans nos vies, nous sommes menacés comme peuple, comme communauté politique. Et que, comme toutes les nations du monde, il faut que tout le monde se réveille et il faut un sursaut. J'en appelle à un sursaut de la classe politique, mais pas tout simplement. On a tort dans notre pays de réduire la direction de la nation à l'État, à la classe politique. J'en appelle à la société civile. J'en appelle aux opérateurs économiques. J'en appelle à tous les acteurs de la vie civile, à tous les pasteurs, à tous les hommes d'affaires, pour que tout le monde s'engage dans un même élan pour soutenir ces efforts contre le coronavirus. Qui aurait pu penser que la grande France pouvait manquer, dans le cadre de cette crise, des masques pour son personnel enseignant. Aujourd'hui, le monde entier est épuisé. Et le Congo n'est pas seulement le lieu où il y a des ressources, où les gens viennent, exploitent, font des bénéfices, mais c'est aussi le lieu de montrer aujourd'hui qu'il y a un peuple auquel on tient, et que puisqu'on tient à ce peuple, on tient à sa survie, on tient à sa santé, et que les efforts qui doivent être accomplis ne doivent pas venir seulement de l'État. L'État doit montrer l'exemple. Mais la société civile, nous attendons aussi des hommes d'affaires, des sociétés qui exploitent au Congo, de faire un apport suffisant à la conduite de cette lutte pour qu'elle soit vaincue. Aujourd'hui, c'est la mobilisation des moyens. Aujourd'hui, nous avons une équipe qui est conduite par quelqu'un de très compétent, qui est reconnu mondialement, le docteur Jean-Jacques Muyembe Tamtoum, un des dignes fils de ce pays. Aujourd'hui, il faut lui donner les moyens. Il faut donner les moyens à la riposte. Il faut donner les moyens à nos hôpitaux. Il vous souviendra qu'il y a une dizaine d'années, en 2009, lorsque l'on a fait l'hôpital du Cinquantenaire, j'étais de ceux qui avaient dit qu'il fallait soutenir nos différents hôpitaux pour qu'ils soient mis à un niveau, un standard moyen. On a dépensé dans cet hôpital, on m'a dit 90 millions, 100 millions de dollars pour faire un seul hôpital, alors que ces moyens auraient pu être déployés différemment. Je crois qu'aujourd'hui, il faut sortir de la politique politicienne, regarder les problèmes en face. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est de donner les moyens à la riposte. Et je félicite la population de Kinshasa, qui, dans l'autodiscipline, face aux hésitations des gouvernants, a su le samedi dernier observer une première journée d'autoconfinement. Mais nous devons faire un effort beaucoup plus grand, parce que face à l'absence de vaccins, des traitements curatifs avérés, aujourd'hui tout le monde tâtonne, seul le confinement peut nous sauver. Et donc, nous en appelons à la mobilisation de la population pour accompagner le gouvernement dans les mesures qu'il faut observer. Le confinement qu'il faudra faire, comme on l'a fait ailleurs, parce qu'on a vu que seul le confinement a réduit de manière sensible les cas de contamination, et que face au confinement, il faut apporter un soutien à nos médecins qui sont au front pour soigner nos malades, et pour cela, il leur faut des moyens, et il faut leur donner des moyens. Je pense que moi j'ai toujours pensé que la RDC est un défi.
Nous disons à tort que nous avons été unis par le sort, nous avons été unis par une histoire, et il faut assumer cette histoire. Cette histoire veut que le Congo auquel nous tenons, pour lequel certains d'entre nous ont pris parfois des armes, que ce Congo est un pays éternel, et il faut le faire vivre. Ce Congo vivra et il survivra à cette crise. Nous avons connu d'autres crises, nous les avons gérées, mais celle-là, elle est à la fois insidieuse et d'une violence inouïe. Il faudrait qu'après cette crise, que l'élite, que la classe politique, que la classe dirigeante, la société civile, nous puissions nous mettre autour d'une table pour comprendre que ce pays, il y a des lignes rouges à ne pas dépasser, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Aujourd'hui, je viens de suivre encore, on me dit, à l'hôpital Ngaliema, il n'y a qu'un seul lit équipé avec assistance respiratoire. Pouvez-vous l'imaginer? Il y a des provinces, j'ai demandé à mon gouverneur de province, lorsque j'étais en vacances, en train de partir, combien il y avait des lits avec assistance respiratoire. Il m'a dit qu'il n'y en avait pas dans tous les Kasaï centrales. Imaginez la détresse qu'en 60 ans, nous avons tous causé à ce pays. Il faut s'en relever, il faut changer notre mode de fonctionnement. La politique politicienne cède la place à une gestion plutôt rationnelle de la chose publique et que nous ayons une projection et une empathie envers nos concitoyens. Tout le monde a dit, nous n'avons qu'un seul pays. Mais aujourd'hui, c'est pour la première fois que personne d'entre nous ne peut emprunter un avion pour aller à l'étranger pour échapper à la maladie. La maladie nous a fixés ici. La maladie nous a fait voir que demain, qui que ce soit, quel que soit le rang, s'il tombait malade, c'est dans ces hôpitaux qu'il faut aller et ce n'est pas dans les hôpitaux à Paris ou à Bruxelles ou à Londres qu'il faut pouvoir aller. Et donc, puisque nous n'avons que ce pays et que nous nous en sommes rendus compte, je pense qu'il revient à tous de suivre cette voie que nous avons dite, que nous avons tracée en disant il faut réduire les trains de vie de l'État et concentrer l'ensemble de ressources à l'amélioration des conditions de vie, c'est-à-dire le cadre sanitaire, les routes dans notre pays, ainsi de suite. Et pour cela, il ne faudrait pas qu'on dépense 70% de nos ressources à faire fonctionner l'État. Il faut 70% des ressources à investir pour l'avenir de ce pays. Le prix à payer, c'est le sacrifice. Nous devons nous sacrifier. Chacun de nous doit faire un sacrifice. Il n'y a pas de progrès qui vont tomber par hasard. Les gens ont considéré que la nature nous avait pourvus en ressources et que puisque nous étions pourvus en ressources naturelles, la nature nous avait pourvus aussi des capacités de développement spontané. Il n'y a pas de développement spontané, il y a du développement qui est dans la volonté, dans l'action menée de manière ordonnée. Et jusque-là, nous ne l'avons pas tous été. Et il est temps que les gens prennent conscience que ceci doit cesser. Après le virus, après la crise du coronavirus, ne devra jamais être pareil qu'avant la crise du coronavirus. À la population congolaise, nous disons, il faut garder espoir. Il faut garder espoir parce qu'au-dessus de tout, il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui se donnent, qui sont là pour pouvoir vous apporter le soutien nécessaire. Il faut que nous les soutenions. Il faut que nous soutenions, appuyions les mesures édictées par le gouvernement dans le cadre de la prévention de la propagation. Il faut que nous nous montrions solidaires. Nous devrions éviter la stigmatisation. Mais la chose la plus importante, c'est la discipline, l'autodiscipline. Il faut que chacun de nous soit discipliné par rapport aux protocoles mis en place, par rapport à la détection des maladies, par rapport des cas de malades, par rapport aux gestes qu'il faut observer, dit les gestes barrières. Il faut que chacun de nous qui se sente l'âme de pouvoir se montrer solidaire avec cette lutte. Cette lutte, ce n'est pas pour sauver un individu. Cette lutte, ce n'est pas pour gagner une bataille politique. Cette lutte, c'est pour sauver la nation, c'est pour faire que ce Congo que nous aimons tant survive et que ce Congo soit demain plus beau qu'il n'est aujourd'hui. Et nous sommes assez nombreux, nous sommes assez forts moralement
que pour pouvoir tenir. L'élan que vous avez montré samedi dernier à Kinshasa a montré que ce ne sont pas les dirigeants qui vous y amènent, mais par l'autodiscipline. Mais si, en plus de l'autodiscipline, nous pouvions nous montrer engagés dans l'unité, dans l'exemplarité, la solidarité, nous serions beaucoup plus forts et nous pourrons vaincre cette pandémie, comme d'ailleurs nous avons vaincu Ebola, plusieurs crises en d'autres mois.